Bonjour à toutes et à tous. Donc on est ici sur une conférence autour du le harcèlement sexuel, de le définir de telle manière qu'on soit tous sensibilisés à ces agressions qui peuvent être quotidiennes pour les femmes et pour les hommes aussi. Donc je suis très content de la venue, donc je voulais vous remercier l'ensemble des participants à cette conférence, de telle manière qu'on puisse sensibiliser l'ensemble du personnel et des étudiants et étudiantes à ce problème, qui est un problème, à mon avis, très important dans notre société, qu'il faut absolument lutter contre ce type d'action. Donc je voulais en profiter de dire que il y a des textes importants, le texte sur lequel vous êtes totalement... Je vous rappelle qu'on fait partie d'une communauté d'université qui s'appelle l'USPC. Il y a un texte qui s'appelle Non c'est non, vous devez voir les affiches un peu partout sur le campus. Ce texte donne, je dirais, les premières clés pour détecter ce genre ce type de problème. Et il y a un deuxième texte qui est très très bien, qui sera disponible sur le NT de l'Université Paris 13, qui a été édité par la CPU, qui s'appelle le harcèlement sexuel. Il y a toutes les actions possibles, les cas pratiques des actions. C'est très très bien documenté et ça donne des réponses aux circulaires, je dirais, du ministère autour de ce problème-là. Donc voilà, je voulais vous remercier d'être là. On est peu nombreux, mais bon, de toute façon, il faut commencer toujours petit, et après, on essaiera de diffuser la bonne parole et les bons réflexes, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc, je donne la parole à Pascale Molinier, qui est elle est chargée de mission à l'université sur, je dirais, l'égalité homme-femme. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, bienvenue pour cette table ronde, qui est un événement qui a été organisé donc par deux missions. La mission bien-être au travail, Christine Arbizio, qui d'ailleurs a organisé la logistique, ce dont je la remercie beaucoup. Et puis la mission égalité, dont je suis la représentante, Pascale Molinier. Et je vais juste dire deux mots pour expliquer comment nous en sommes venus à travailler avec l'Institut Santé Génésique qui va présenter, ils vont présenter leur travail dans un instant. Les chargés de mission égalité au niveau de la commu SPC, Sorbonne Paris-Cité, sont organisés en un réseau et nous travaillons ensemble avec les autres établissements qui sont dans ce périmètre actuellement, donc aussi bien avec les universités que l'INALCO, que Sciences Po, etc., sur des dossiers qu'on juge des dossiers prioritaires. Et dès le départ, nous avons pensé au niveau du réseau que la question du harcèlement sexuel, c'était un dossier prioritaire, c'était un dossier dont personne ne s'emparait, parce qu'on a un petit peu l'idée que, parce que nous sommes des gens éduqués, bien élevés, couverts de diplômes pour un certain nombre, ces problèmes ne se posent pas. Et on savait, on avait un certain nombre d'indicateurs, notamment par des contacts qu'on avait pu avoir avec des associations d'étudiants comme Clash ou avec l'association des violences faites aux femmes, qu'en réalité ce problème se posait dans les universités comme ailleurs. Et donc l'idée a donc été de lancer d'abord un programme de sensibilisation. Donc Jean-Pierre Astruc qui a fait allusion, c'est les affiches que vous avez pu voir, Non c'est non, qui ont été affichées assez largement, je dois dire, à Paris 13, et je m'en réjouis. Et puis, on a voulu mettre en place une charte qui a été longue à signer entre les différents établissements, mais qui est signée, qui reconnaît qu'il faut prévenir et encadrer les mauvaises pratiques, prévenir et encadrer les mauvaises pratiques. Et puis, on a aussi décidé de mettre en place un dispositif d'accompagnement pour des personnes qui seraient en situation d'être victimes de situations de harcèlement sexuel,
Et pour cela, nous sommes finalement tournés vers l'Institut de santé génésique pour avoir un dispositif qui soit délocalisé, elles vont l'expliquer, qui permet donc une liberté de parole en dehors des établissements, parce qu'il est parfois très délicat de parler d'un problème qui est un problème qui peut engager des supérieurs hiérarchiques, ou pour les étudiants et les étudiantes, un directeur de thèse. Donc il est très délicat d'en parler en interne, et on a pensé qu'il pouvait y avoir aussi une possibilité de délocaliser à la fois la parole et l'aide qui pouvait être apportée, tout en essayant de construire des liens de partenariat, c'est-à-dire des allers-retours entre l'Institut de santé génésique et les différents établissements de la commu. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais les laisser présenter donc ce qu'ils font et le dispositif, et puis ensuite on aura donc un temps d'échange à partir de vos questions aussi. D'abord, merci de nous accueillir. C'est toujours très important de vous dire qu'on est toujours très content de rencontrer effectivement les personnes qui peuvent être concernées, qui peuvent être témoins ou qui sont sensibles au sujet. Alors, Pascal l'a très bien expliqué, nous sommes un dispositif extérieur et on a gardé toute notre autonomie, on la revendique. Donc on est un dispositif très spécialisé dans la prise en charge des violences, de toute forme de violence, quel que soit le lieu où elles sont perpétrées. Ce qui est important de vous dire qu'en université, comme dans les entreprises, comme dans l'intrafamilial, tout ça c'est des sujets que nous connaissons beaucoup. Quand l'USPC nous a désignés effectivement comme le dispositif externalisé, d'abord on en a été très très fiers parce que c'est toujours extrêmement s'engager de plus en plus effectivement vers ce sujet, mais aussi vers un monde qui était plus, pour nous, on était à ce moment-là face à des institutions, et ça changeait un peu notre rapport avec la victime, puisque les victimes peuvent être simplement dans des violences intrafamiliales, et aujourd'hui, on est dans quelque chose, dans des violences qui peuvent être identifiées dans les universités, mais pas que. Et là, je voudrais bien insister sur un mot. C'est vrai que le grand chapeau harcèlement sexuel nous a interpellés un peu, parce que finalement, les violences sont souvent une situation de vulnérabilité de la personne, et cette vulnérabilité peut très bien ne pas être effective dans l'université, mais la personne peut se saisir dans le cadre de l'université, parce que ce dispositif existe, d'un fait qui s'est déroulé bien avant les universités. Ça peut être évidemment l'inceste, ça peut être des viols, etc. Donc que les étudiants et le personnel évidemment, puisque là on brasse très très large, on n'est pas que sur la personne victime, jeune victime, ou victime jeune, on peut mais on est aussi sur le personnel administratif, voire les enseignants qui peuvent être confrontés aux violences. C'est important de dire aussi que nous sommes effectivement un dispositif plus dédié aux femmes, mais aujourd'hui, dans le cadre du dispositif de l'USPC, c'est hommes et femmes. Nous avons pris notre bâton de pèlerin depuis pratiquement 6 mois. Nous rencontrons régulièrement les universités, donc les gens dans les universités, que ce soit des étudiants, du personnel administratif, et nous avons déjà inclus dans notre dispositif une vingtaine de personnes des universités, des étudiants et du personnel administratif. Ce qui est important, le cadre est très très important. Si vous venez jusqu'à nous, de toute manière, votre situation restera confidentielle. Elle est toujours convenue avec vous, et c'est pas parce qu'on est le dispositif de l'université que votre situation, si vous ne le souhaitez pas, soit dévoilée, puisque tout est fait dans la confidentialité. Sachez qu'on est des professionnels avec un secret qui est partagé en interne dans l'Institut, puisqu'on est tous des professionnels et on partage l'information, mais elle ne sortira pas de chez nous à partir du moment où la personne déclarée victime ne le souhaite pas. Donc c'est vraiment un travail que nous faisons en lien. Même si nous sommes engagés par rapport à l'université, c'est aider la victime à prendre la parole, parce que c'est bien la parole qui lui manque souvent pour se définir par rapport à un fait qu'elle a vécu dans sa vie. Et la dernière chose que je voulais dire, et je laisserai après la parole à Pierre, puisque Pierre Foldès est docteur, c'est que
La vulnérabilité, elle s'inscrit effectivement dans un parcours de vie à partir du moment où la violence subie n'a jamais été évoquée et la personne est restée dans le silence. Vous avez la chance aujourd'hui, et l'USPCA fait très très bien les choses, vous êtes les étudiants, et là je parle vraiment des étudiants, vous êtes, finalement c'est la dernière marche avant les entreprises qui sont un autre collectif, et ce collectif il vous faut y être préparé, puisque quelque part vous allez peut-être être confronté, si vous ne sortez pas de ce cycle des violences, à un autre collectif sur lequel vous aurez peut-être moins de réponses. L'université, elle continue son éducation aussi dans ce cadre-là, à titre d'engagement auprès des jeunes qu'elle forme dans ces universités. Bien, merci de nous donner la parole. On va juste faire une petite introduction sur le sujet même, puisque le harcèlement, ça vaut le coup d'en parler parce que c'est considérablement sous-évalué et ça peut relever de vraies banalités dans la vie courante. On va en parler par des exemples et des chiffres. Alors, ça peut être tout simplement une personne qui vous impose des propos sexistes ou obscènes, 3 fois rien, mais qui va le répéter un petit peu trop souvent. D'accord. Vous pouvez être simplement importuné quotidiennement par un collègue de travail. Ça passe tout seul. D'accord. Très belle montagne. Oui. Ouais, c'est pas mal. D'accord, ça peut être aussi, c'est le cybersexisme qui commence à arriver, des photos à connotation pornographique qui vous sont envoyées. Et puis, il y a aussi le rapport du pouvoir éventuel de l'enseignant qui crée des situations de subordination qui peuvent créer cette fragilité. Donc, vous voyez, un espace multiforme qui va recouvrir des formes extrêmement variées et très fréquentes. Alors, l'Observatoire de la délinquance nous a alertés parce qu'ils ont comptabilisé sur une année un peu plus de 200 000 femmes entre 18 et 75 ans victimes de violences sexuelles hors ménage, avec 25% de gestes déplacés sur le lieu de travail ou d'études, qui est un lieu donc particulièrement dangereux. Et ceci vous paraît un petit peu fort, mais quand on regarde les études internationales, notamment nord-américaines qui sont très fouillées, on retrouve les mêmes chiffres. Il y a une étude du CDC d'Atlanta qui est extrêmement significative, puisqu'ils ont calculé que dans les collégiennes américaines, à peu près un tiers des collégiennes américaines pouvaient être victimes de harcèlement, et notamment de harcèlement sexuel. Un tiers de toutes les collégiennes américaines, c'est quand même pas un pays du tiers-monde, et ça laisse à réfléchir. On a une enquête qui est en train de se finir, qui s'appelle l'enquête Virage, et qui montre et qui confirme que c'est bien les femmes les plus jeunes qui fréquentent les lieux d'études, les espaces publics, qui sont le plus exposés, avec simplement des phénomènes d'attouchement. Donc c'est vraiment quelque chose de très fréquent. Alors... 7% des femmes subiront un rapport forcé au cours de leur vie. Ça rejoint un autre chiffre que je ne vous montre pas, qui est le chiffre global des violences faites aux femmes. Il est absolument hallucinant et sous-évalué. On considère que dans une vie de femme, à peu près 3,8 sur 10, presque 4 sur 10, de toutes les femmes, de tous les milieux, de toutes les conditions, sera confrontée dans sa vie à un phénomène de violence. Donc c'est pratiquement le plus grave problème de santé publique. Vous voyez que les premiers rapports forcés ou tentatives se produisent majoritairement avant 18 ans. Et quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le plus souvent, la victime connaît l'agresseur et même il y a des rapports de proximité, il ne faut jamais l'oublier et c'est confirmé en permanence. Ils sont surtout, comme je vous l'ai déjà dit, liés aux espaces de socialisation et notamment l'enseignement supérieur en fait partie. 86 000 femmes âgées, donc de 18 à 75 ans, sont victimes de viol ou de tentatives de viol. Et vous voyez, la connaissance de l'agresseur, c'est 86%. Autre problème, qui est un problème vraiment politique, moins de 16% en France. Oui. En France par an, oui. Et moins de 16% ont porté plainte. Alors ça a un impact immédiat, c'est que les politiques publiques qui font réponse à ces très graves problèmes ne sont basées que sur les chiffres déclaratifs. Et donc, quand on voit que moins de 16% ont porté plainte, ça fait que la réponse politique ne va venir que de chiffres totalement erronés.
Donc un de nos gros chantiers, c'est de savoir enfin la vérité, de rétablir la parole pour essayer de faire changer un petit peu la réponse politique qui n'est pas, dans notre pays, mais dans les autres pays non plus, à la limite, à la mesure du problème. C'est vrai un parcours du combattant pour les femmes qui souhaitent mettre fin aux violences, et c'est ce qu'on vit un peu dans notre institut, parce que comme pour les autres types de violences, ces femmes vont avoir besoin de résoudre un certain nombre de problèmes. D'abord un problème de libération de la parole, des problèmes sociaux, des problèmes éventuellement de santé et des problèmes juridiques tout à la fois. Alors, je vais passer la parole à notre juriste. Bonjour, donc je suis Axel Cormier, je suis juriste et adjointe de direction à l'Institut en santé génésique. Et donc on va juste vous faire un petit topo, même si vous retrouverez tous les textes dans les petites brochures dont on vous a parlé, sur la partie un peu légale, sachant qu'aujourd'hui il faut bien appuyer sur le fait que même si on est là pour informer et accompagner les femmes que l'on reçoit, les femmes et les hommes que l'on reçoit sur leurs droits et essayer de les pousser à la judiciarisation pour qu'elles puissent avoir, ces victimes, une vraie réponse. Il n'y a jamais d'obligation et bien sûr, notre travail, c'est vraiment l'accompagnement dans le respect du choix de la victime. Toutes les victimes ne passeront pas par le dépôt de plainte, même si on l'a bien dit, le dépôt de plainte est quand même un élément qui peut être vraiment réparateur pour la victime. Alors juste sur aujourd'hui, vous en aviez peut-être entendu parler sur la question du harcèlement. Le harcèlement était très mal défini jusqu'en 2012 dans le code pénal, puisque le harcèlement c'était le fait de harceler. Donc on va dire qu'au niveau de définition c'était pas très très clair. Il y a eu ce qu'on appelle une QPC, donc c'est une question prioritaire de constitutionnalité. C'est en fait une demande qui est faite au Conseil constitutionnel de dire si le texte est suffisamment précis ou pas. Et bien sûr le texte a été considéré comme imprécis, ce qui fait que toutes les procédures qui étaient en cours en 2012 sont tombées, puisqu'il n'y avait plus d'infractions qui étaient constituées. Il faut vous rassurer sur ces faits antérieurs à 2012. Bien souvent, le harcèlement ne se fait pas seul. Le harcèlement sexuel est souvent lié à du harcèlement aussi moral. Il y a souvent des pressions psychologiques qui, elles, sont toujours incriminées. Il y a aussi parfois des attouchements, des agressions, voire des faits allant jusqu'au viol. Et donc ces faits-là pouvaient être criminalisés. Et dans ce cadre des procédures qui sont tombées, les victimes ont pu faire des démarches complémentaires. Donc depuis 2012, donc on a un nouveau texte qui est dans le code pénal et qui est repris dans d'autres textes en 2 alinéas. Le premier, en fait, qui parle bien du fait que c'est un acte qui est non consenti, qu'il faut au moins deux reprises de répétition de cet acte et qu'il y ait un comportement sexiste, grivois ou obscène. On va vous donner par exemple l'exemple dans la fac où on était hier d'une étudiante qui nous parle d'un de ses camarades donc de classe qui lui demande gentiment un élément sur le cours. Elle lui donne sans aucune arrière-pensée et puis ça s'arrête là, sauf que ce garçon récupère son numéro de téléphone, elle ne sait pas comment, et commence à lui envoyer des messages téléphoniques extrêmement répétés, avec aujourd'hui la présence des réseaux sociaux qui font que le harcèlement peut prendre une autre forme encore que du harcèlement physique et des propos en face à face. Et donc cette étudiante s'est retrouvée harcelée par son camarade pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'il se présente face à elle et qu'elle nous dise qu'elle a eu vraiment très très peur qu'il passe sur une agression qui pouvait être jusqu'à une agression physique. Ça s'est arrêté là, heureusement pour elle, mais on est clairement pour ces faits dans le cadre du harcèlement sexuel, même si elle ne l'avait pas qualifié comme ça jusqu'à présent. Aujourd'hui, par cette définition, on rentre tout à fait dans le cadre du harcèlement sexuel. Le deuxième alinéa de ce texte, c'est un alinéa qui est, on va dire, pour des faits plus graves, puisque là c'est un acte unique avec une pression grave. Souvent c'est des propos où on demande clairement avoir un rapport sexuel qui n'est pas consenti par la victime, soit pour soi, soit pour autrui. C'est-à-dire que ça peut aussi bien être la pression d'un directeur de thèse sur une étudiante qui va lui dire si tu fais ça, je te mettrai une bonne notation,
façon j'avancerai dans tes rapports que un des collègues qui va dire j'appuierai avec ton directeur de thèse pour qu'il te mette une bonne notation. C'est pas forcément pour avoir un résultat pour soi-même, ça peut aussi être un résultat pour autrui, et là on est sur un acte unique. Aujourd'hui, il faut savoir que ces textes, ils sont aussi bien dans le code pénal que dans le code du travail et que dans les statuts de la fonction publique. Donc, ils concernent vraiment tous les membres de l'université, étudiants, professionnels de l'enseignement et administratifs. Et d'un point de vue pénal, on est sur des faits qui peuvent aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Et pour une personne qui utilise l'autorité qu'il a sur un tiers, on passe une circonstance aggravante de 3 ans et 45 000 € d'amende. Là, on est sur des faits de harcèlement. Au-delà du harcèlement, on a bien sûr tous les faits qui sont titres d'attouchement sexuel, d'agression sexuelle, allant même jusqu'au viol, qui est un crime, qui complètent le harcèlement. Et puis, ce que je vous évoquais tout à l'heure, la notion de harcèlement moral. Donc bien souvent, quand il y a des pressions, la connotation sexuelle, il n'y a pas qu'un seul fondement, il y a plusieurs fondements, et c'est le travail qu'on effectue avec les victimes que l'on reçoit. C'est vraiment de pouvoir reprendre leur histoire. Alors c'est pas toujours facile de se dire qu'on va devoir parler de choses qui sont difficiles. Les professionnels qui sont formés à l'Institut travaillent là-dessus, justement pour pouvoir avoir une parole la plus libérée possible et pouvoir au mieux apporter une réponse précise au niveau juridique. On parle beaucoup depuis tout à l'heure des professionnels qui sont ici. Il faut savoir qu'en plus des sanctions pénales, il peut aussi y avoir des sanctions administratives, aussi bien pour des étudiants que pour des professionnels, puisque dans certaines universités, pour des étudiants, on a vu des conseils de discipline se mettre en place, des sanctions administratives pour les professionnels. Et une dernière chose sur ce harcèlement, on parle essentiellement des femmes parce qu'aujourd'hui le ratio au niveau des chiffres que vous a présenté Pierre tout de suite porte bien sur un nombre de femmes extrêmement important. On ne néglige pas les hommes, on sait que ça peut tout à fait se produire. On a d'ailleurs eu un exemple hier très précis d'une jeune étudiante qui nous expliquait que dans son travail étudiant dans un fast-food, elle avait vu donc les supérieurs hiérarchiques qui étaient des femmes faire des attitudes grivoises, voire même des gestes déplacés sur les fesses des camarades avec qui elle travaillait. Donc bien sûr, on ne néglige pas les hommes. Aujourd'hui, le harcèlement est quand même considéré comme une discrimination, notamment liée au sexe. Et donc, il peut aussi être condamné à ce titre-là. Et il existe un organisme qui s'appelle le Défenseur des droits, qui est national, qui est là pour apporter aussi son soutien aux victimes en parallèle de procédures judiciaires. Je vais laisser Frédéric à ce moment-là intervenir sur les mécanismes du harcèlement. Frédéric. Alors déjà, j'espère qu'on a bien campé le décor. Le droit existe, ça veut dire qu'effectivement, on a intérêt à s'appuyer sur le droit quand il y a effectivement des actes qui commencent à être déclarés. C'est important de le dire. Ce que l'on fait, puisqu'on a beaucoup fait un focus sur la justice, avant d'aborder la justice, il y a évidemment toute la partie de la santé de la personne. Donc on n'est pas tout de suite en train de renvoyer les gens vers la justice. Il faut d'abord les remettre en bonne santé physique et morale et psychologique, parce qu'une victime, effectivement, est fragilisée et on ne peut absolument pas l'intégrer dans un dispositif de judiciarisation où le langage n'est pas un langage facile, et puis c'est aussi un engagement à titre personnel de vouloir porter plainte ou pas. Alors, on connaît bien ce mécanisme parce c'est un mécanisme commun à un certain nombre de violences. Les violences sont en général cycliques et sous forme de spirale, avec des phases de rémission, vous voyez, mais il y a des climats de tension qui arrivent, on passe à une agression. Ensuite, il y a toute une phase très complexe socialement qui est la phase de justification et qui peut donc aboutir, puisque les choses se calment, qu'une plainte n'est pas déposée, par une phase de rémission, et ce cycle va se répéter. Donc on a affaire à un phénomène qui n'est pas forcément linéaire, et c'est un des premiers niveaux de complexité. Le deuxième niveau de complexité, c'est que les agresseurs sont en général manipulateurs. On sait qu'ils reportent systématiquement la responsabilité sur leurs victimes en la culpabilisant, et ils utilisent des mécanismes comme l'isolement, en faisant alterner des périodes de calme et de violence,
On insiste beaucoup, nous, sur le problème du silence, c'est-à-dire que le silence est vraiment la double peine imposée, quel que soit le type de victime, et va vraiment considérablement aggraver la situation. Et là, il fait d'ailleurs souvent passer pour la victime, et il est imprévisible. Donc ça, c'est l'agresseur moyen. Pour la victime, il y a des conséquences forcément physiques, des conséquences qui peuvent être sur les événements de la vie d'une femme, les événements gynécologiques. Bien sûr, les conséquences psychologiques sont omniprésentes et elles posent un problème supplémentaire, c'est qu'elles sont beaucoup plus difficiles à appréhender, à comprendre, à évaluer, mais surtout à prouver. Et il y a des conséquences somatiques sur la santé, et on s'est aperçu en créant l'Institut que ces phénomènes de santé n'étaient pas suffisamment pris en compte, et on insiste beaucoup là-dessus. Et puis bien sûr, il peut y avoir des conséquences sociales et professionnelles, notamment sur les cursus universitaires, avec des impacts physiques que vous pouvez reconnaître, hein, fatigue, insomnie, des douleurs abdominales, ce qu'on appelle les douleurs refuges, hein, le mal de tête, le mal de dos, des troubles alimentaires qui sont très très fréquents, notamment l'anorexie, qui est un phénomène très souvent rencontré. Les impacts psychologiques sont assez stéréotypés, et il peut y en avoir plusieurs, des pertes de confiance, de ne pas être cru, des situations de stress, d'anxiété ou de dépression. Bien sûr, il y a toujours un phénomène d'humiliation, hein. Ça peut aussi aboutir à des phénomènes de colère. La victime a tendance à minimiser les violences et de manifester son impuissance face au contrôle de l'agresseur. Elle est toujours angoissée et elle est toujours isolée, hein. Elle ne connaît pas ses droits, elle ne connaît pas ses dispositifs qui peuvent l'accompagner, notamment dans le cadre de l'université, et ça aggrave beaucoup les choses. Il y a des impacts sur son travail, ça va altérer la qualité du travail. Très souvent, il y a des indicateurs, des enseignants qui ne comprennent pas pourquoi un élève, un étudiant décroche, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est un des marqueurs très importants qui est très souvent retrouvé. Le rendement diminue, le dossier universitaire va s'altérer, l'évaluation devient injuste et perd davantage, et surtout une stigmatisation, c'est-à-dire qu'on commence à montrer du doigt la victime alors que c'est l'agresseur qui devrait l'être. Donc je vais passer assez vite parce qu'il y a des mécanismes qu'on connaît un petit peu mieux dans le psychotraumatisme. Hein, il y a le fait d'être agressé, ça crée un état de stress qui peut être incontrôlable, avec un risque cardiovasculaire et neurologique qu'on appelle le survoltage, et qui peut être vraiment très grave. Donc ça n'a pas l'air, mais les signes, les complications peuvent être immédiates et très importantes, avec une disjonction qui provoque une espèce d'anesthésie. En fait, c'est un phénomène naturel dans la santé d'autoprotection qui fait qu'on se déconnecte pour essayer de survivre à une situation de stress beaucoup trop intense. Alors, elle a donc 3 classes de symptômes. Elle va toujours revivre la scène traumatique, chercher à éviter ce qui pourrait lui rappeler ce contact, et développer des états d'hypervigilance. Elle met donc en place des stratégies de survie pour essayer d'échapper à ça. Et dans ces stratégies de survie, donc, il y a notamment les phénomènes d'addiction qui peuvent apparaître, qui sont très graves pour nous parce que ça la fait passer du coup pour un auteur, hein. Elle devient coupable de quelque chose avec des conduites à risque, des états dépressifs qui sont très fréquents, et toujours la culpabilité qui augmente sa vulnérabilité. Et alors tout ça, ça choque. Enfin, si on n'est pas au courant et qu'on assiste à ça, tous les intervenants autour vont être très déstabilisés par ça, et ça va aggraver la situation, notamment pour la prise en charge. Alors, vous avez compris qu'effectivement, on a essayé de vous identifier une victime et de dire combien elle peut ne pas être compréhensible. On pense notamment pourquoi les femmes ne portent pas, enfin les victimes ne déposent pas plainte. C'est effectivement aussi, et ça c'est un peu notre problématique de terrain, que souvent elles ne sont pas très bien accueillies dans les commissariats parce qu'elles ne sont pas compréhensibles. Par exemple, un phénomène d'addiction, vous comprenez bien qu'une personne qui est en consommation excessive d'alcool ou de cannabis peut très bien ne pas être cohérente, mais en fait, elle a peut-être compensé quelque chose qui a eu lieu en amont de son déclaratif. Donc, il faut savoir que ce n'est jamais simple, et il faut effectivement identifier complètement cette victime. Donc, on fait beaucoup, nous, de formation au niveau des forces de l'ordre pour justement leur faire prendre conscience qu'une victime, c'est pas quelqu'un qui déclare une perte de clé.
mais c'est quelqu'un qui effectivement est dans je dirais, un stress physique et psychologique extrêmement évident pour nous, mais qui peut ne pas l'être pour les forces de l'ordre. C'est pour ça aussi, et je voulais faire le lien avec l'USPC. L'USPC nous a choisi aussi parce qu'on avait en un même lieu la médecine et la justice, qui est très très rare. Et donc dans la médecine et la justice, c'est déjà des acteurs qui ne se parlent pas en général, mais c'est aussi les réponses que peut avoir une victime aujourd'hui. C'est aussi une réponse médicale, puisque tous ces phénomènes que l'on vous a décrits en tant que pour la victime sont des choses que nous mettons en évidence pour faire preuve par rapport à la justice si jamais la personne voulait se déclarer victime, on va dire. Alors, savoir repérer une victime de harcèlement, vous l'avez, enfin je vous laisse un peu lire, je pense, c'est donc être attentif. Là, on est dans la partie plutôt témoin, voire professionnel déjà peut-être initié. Donc, c'est être attentif aux signes physiques et psychologiques. Rester vigilant tout le temps, c'est-à-dire ne pas éviter de reprendre le sujet avec une personne qui a commencé à se déclarer ou à dire quelque chose, parce que je pense qu'il faut être conscient quand on est témoin d'une violence, ou en tout cas quand on est le confident d'une victime, il faut absolument ne pas rompre la parole et l'engager vraiment vers une continuité, parce que ne pas la croire ou en douter ou la remettre en question, là vous perdez la confiance de la victime. Poser systématiquement la question de l'existence des victimes, oui, souvent on est confronté à une question, c'est comment on pose la question. Alors on vous répondra tout simplement. Posez la question avec vos mots, n'ayez pas une stratégie, il faut simplement casser un peu ce côté c'est trop difficile de poser la question. Évidemment, nous on fera l'investigation sur la particularité des violences subies, je pense notamment aux violences sexuelles, on ne va pas vous demander de poser la question sur es-tu victime d'une violence en plus sexuelle, c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est d'identifier qu'elle commence à se déclarer et évidemment de donner des solutions et des orientations. Parce que ce qui manque beaucoup aux professionnels, c'est on ne sait pas quoi faire après une fois que l'on a posé la question. Donc aujourd'hui, l'université vous donne vraiment une possibilité de réponse. Vous pouvez l'orienter parce qu'il y aura une réponse derrière, qu'elle soit médicale, psychologique, juridique et sociale, évidemment, s'il y avait un problème social. Voilà, et puis avoir une attitude adaptée, mais je viens un peu de décrire... Donc le témoin, effectivement, il va rompre l'isolement, vous l'avez compris, vous lui tendez la main et il faut absolument la faire perdurer. Il va croire la victime, il va rappeler la loi, s'il le sait, hein, là il est déjà bien initié, il va accepter de témoigner. Alors ça, c'est, on va dire, c'est souvent quand il y a effectivement des organismes qui sont dédiés, je pense notamment à des organismes dans les universités qui sont soit des collectifs d'étudiants, soit des comités d'entreprise ou des CHSCT par exemple, et donc ils vont les accompagner. Donc l'Institut aujourd'hui, elle est très en lien avec les personnes qui sont à l'origine de l'adressage. Donc si une personne a été adressée par un enseignant par exemple, c'était le cas d'étudiantes, nous restons en lien avec l'enseignant à partir du moment où il a été lui-même en connaissance de la problématique. Mais par contre, ce qui va se dire dans les entretiens restera évidemment propre à l'Institut et on ne va jamais retraduire quelque chose que la personne nous aura déclaré dans un entretien qui est un colloque singulier. Alors la victime, elle voudra se protéger. Effectivement, vous aurez de la résistance, hein, parce que la victime, elle ne rentre pas tout de suite dans un processus de prise en charge. Donc, elle va être un peu dans le doute, elle va apprendre à refuser. Alors, c'est ça le rôle du premier témoin, c'est de dire, voilà, ce que tu vis n'est pas normal. Donc ça va lui permettre déjà de s'approprier un peu cette histoire qui, au regard des autres, peut ne pas être normale. Et mettre par écrit un récit, alors ça c'est très important, d'autant plus que le récit, à partir du moment où on relate les faits, c'est important, mais quand on amène la victime aussi en plus à rédiger un peu de son côté, elle devient beaucoup plus factuelle et beaucoup plus structurée. Ce qui nous amène évidemment, quand il y a une déclaration à faire à la police, par exemple, si la victime est très décidée, ça lui permet de mieux déposer plainte, on va dire, puisque beaucoup de victimes ont été confrontées à ces dépôts de plainte qui n'ont pas été suffisamment efficaces. Donc on amène souvent la personne à dire, tiens, prenez un peu de temps pour rédiger de manière factuelle des dates, des événements, et ça apprend aussi à mieux structurer sa parole. Et puis bon, les contacts des aides disponibles.
Donc la spécificité, on va passer, parce que là on est vraiment dans une formation presque très approfondie pour les professionnels, mais ça c'est vraiment dans le cadre du professionnel, c'est expliquer effectivement toutes ces portes d'entrée et considérer que la victime, elle a, comme on vous l'a décrit, elle a énormément de choses à dire, que ce soit sur son lien avec l'agresseur, sur nous on va rechercher le trauma, le post-trauma. Tout à l'heure a été décrit un des phénomènes dans le psychologique, c'est comment on arrivera à définir et à prouver l'impact psychologique sur la personne. Vous l'avez compris que la santé va être le vrai relais, puisque la santé va pouvoir déterminer par exemple une anorexie, des phobies qui se sont installées, etc. Et ça, c'est vraiment la médecine qui pourra effectivement apporter des éléments de preuve. L'entretien avec la victime, là on est toujours un peu, alors là on est vraiment dans comment ça se passe. Vous ne serez peut-être pas amené à le faire, ou peut-être que vous seriez intéressé, et on reviendra une deuxième fois pour approfondir un peu ces parties-là, qui sont vraiment un déroulé d'un entretien. Et donc, on parlait effectivement de cette manière de faire. Nous pratiquons, en fait, nous avons décidé de mettre la personne au centre. Souvent, quand vous regardez des démonstrations de dispositifs qui vous expliquent que c'est des dispositifs qui prennent en charge les victimes, souvent la victime, elle est tout autour et elle court tout autour de cette étoile. Et vous avez tous les professionnels qui sont au centre. Nous, on estime que c'est bien la femme qui est au centre et que l'ensemble des acteurs, vous avez vu, c'est les avocats, les juges, le procureur, la police, les associations, les professionnels de santé, les services sociaux et évidemment des instances de l'université. On se met autour de cette femme et on va essayer de travailler en collaboration. C'est-à-dire ce qui est très important, c'est savoir, c'est initier une parole de la victime et c'est aussi accepter que les professionnels, avec l'accord de la victime, c'est toujours la victime qui va décider à ce moment-là, puissent se parler pour améliorer sa condition et l'améliorer aussi dans le temps, parce que sur ce sujet-là, ce que nous constatons, c'est que nous sommes pénalisés souvent par le temps, que ce soit par rapport à la justice. En fait, la temporalité d'une situation ne dépend pas toujours de la victime, elle dépend aussi des institutions qui sont autour, que ce soit de la justice. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand une victime porte plainte aujourd'hui, elle a pratiquement une réaction, donc une audition de l'auteur 4 mois après. Donc c'est absolument inacceptable parce que pour nous, gens de terrain, nous souffrons également de cette difficulté et cette inertie du système. Il y a une chose qu'il faut accepter, c'est qu'il y a quand même une enquête qui se fait et qui est en cours, mais en même temps, aujourd'hui, beaucoup de dispositifs, même la police ou la gendarmerie, sont des dispositifs qui sont saturés. Et le fait d'avoir noué des relations particulières avec ces instances, nous arrivons à relancer des situations plus rapidement, ou soit on en saisit carrément le procureur, qui est quand même celui qui dirige un peu ce système pour éviter qu'il y ait une inertie et voir une stratégie de l'auteur. C'est important de dire que finalement le temps pour l'auteur est plutôt à son bénéfice, puisque l'auteur va constituer et va reconstituer ou va être conseillé par un avocat qui va complètement démolir en fait l'accusation de la victime. Donc pour nous, on veut absolument qu'il y ait des actions à partir du moment où il y a une déclaration auprès des forces de l'ordre, donc de dépôt de plainte, il faut qu'il y ait des actions. Au même titre que dans l'université, c'est un peu ce que nous souhaitons dans cette collaboration, c'est ne pas laisser les choses pourrir et en tout cas ne pas les laisser pourrir dans un cercle où finalement c'est une histoire au sein de l'université et on va se débrouiller. Et je pense que l'USPC a vraiment mis l'accent là-dessus. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui l'USPC a sorti les problématiques sur ce thème-là de l'université pour justement laisser cette liberté aux gens qui constituent l'université, que ce soit les étudiants ou le personnel administratif. Il est important que vous en félicitiez cette université, l'USPC, parce que c'est pour l'instant la seule université qui a relevé ce challenge. Et nous avons, sur les situations que nous avons pris en charge depuis le début, une excellente collaboration, que ce soit avec les présidences, que ce soit avec le pôle parité. Il y a une fluidité d'action et de réaction et de sanctions, puisqu'il y a déjà eu des commissions disciplinaires. C'est important de vous dire, faites confiance à l'université qui a accepté ce dispositif externalisé.
on voudrait vous faire juste un petit clin d'œil d'une petite vidéo pour finir, et puis après on voudrait vraiment échanger avec vous. C'est important de... Il me prenait fortement la mâchoire, comme ceci, et il m'étranglait également. Sonia a été victime des coups répétés de son compagnon. L'enfer. Il n'y a pas d'autre mot pour définir ça. Rose a vécu sous l'emprise de son petit ami. Il m'a manipulée pour que je ne travaille plus, que je ne conduise plus. Je n'avais pas le droit de sortir. Valérie a souffert de la violence psychologique et économique de son mari. Toutes trois ont trouvé refuge à l'Institut en santé génésique, un centre unique en France pour les femmes maltraitées. Ce matin de novembre, Rose a enfin trouvé la force de se rendre à l'Institut. Son père, toujours à ses côtés, un soutien indéfectible. Car la jeune fille l'avoue, seule, elle pourrait facilement replonger, revenir vers cet ex-petit ami qui l'a tant fait souffrir. J'ai conscience qu'il faut que je m'en sorte, que je ne peux plus rester comme ça en fait. À la directrice du centre, Rose raconte son histoire. Pendant 2 ans, elle, romantique, naïve, a été sous l'emprise de son compagnon. J'ai été très amoureuse de lui, donc j'avais peur de le décevoir. Puis petit à petit, il m'a fait prendre du cannabis, prise de l'alcool, prise de médicaments, jusqu'à même aller petit à petit à la prostitution. On accepte de faire tout pour lui, jusqu'à se sous-estimer soi-même. Je faisais 32 kilos, je mangeais pratiquement plus rien. Autre histoire de violence, celle de Sonia. Voilà 1 mois et demi que le centre lui vient en aide. Vous risquez d'avoir un épuisement moral. Et nous, on sera toujours là, il n'y a pas de problème. Battue, insultée par son compagnon, elle n'a pas réussi à briser le silence à temps pour éviter le pire. Il s'en est pris à ma fille qui a 3 ans. Elle a été ruée de coups. Elle a fait un séjour à l'hôpital de 5 jours. Et ça, c'est vraiment très dur pour moi. Je me demande tous les jours si je suis vraiment une bonne mère pour elle. Prise en main par l'Institut, Sonia et Rose sont invitées à échanger dans un cercle de parole. 35 longues années avant de me dire oui, moi j'existe en tant que femme, oui, moi je suis un être humain. Dans le cercle, des victimes de violences physiques, de violences morales, des victimes d'excision, de harcèlement. Pour Sonia et Rose, la possibilité enfin d'alléger le poids de leur culpabilité. Entendre de la part d'autres les mêmes larmes, les mêmes peurs, on se dit on n'est pas la seule à penser cela. Souvent, les maris ou les compagnons isolent la personne. Et ça, c'est un moyen très pervers, justement, d'avoir un ascendant, de plus en plus d'ascendant sur la femme. Et ici, elles se retrouvent ensemble. Dans ce lieu unique, tous les professionnels sont réunis. Infirmières, médecins, psychologues, juristes. Elle a tellement peur de perdre la garde de ses enfants. Pour l'instant. De l'écoute bienveillante au dépôt de plainte en passant par la mise en sécurité, cette équipe de bénévoles met tout en œuvre pour extirper chaque femme de son quotidien de violence. Chaque professionnel a sa vision et apportera sa pierre à une construction, la construction d'un édifice autour de la femme qui va pouvoir l'aider à grandir. Et c'est toute l'équipe qui s'inquiète ce jour-là de l'état de santé de Sonia. Les bénévoles du centre lui ont pris un rendez-vous prioritaire aux urgences de l'hôpital, situé à quelques mètres seulement de l'Institut. C'est vraiment tout un groupe, donc je suis vraiment suivie par l'Institut jusqu'au bout. Aux urgences, pas d'attente, pas non plus l'obligation pour Sonia de réexpliquer son calvaire. Le centre a transmis tout son dossier au médecin qui découvre une jeune femme à bout de souffle. Ce sont des femmes qui ont tellement souffert qu'à un moment donné, elles laissent tout tomber, elles ne s'occupent plus de leur santé et elles arrivent ici effectivement dans un état de stress, de dépression. Retour au centre,
dans le bureau de la juriste. Quelques jours viennent de s'écouler. Rose a de nouveau rendez-vous. Cette fois-ci, c'est sa mère qui l'accompagne. Elles sont inquiètes, elles savent que les violences psychologiques sont très dures à prouver. Elles viennent ici chercher conseil. Quand on a récupéré ma fille, elle avait ce regard-là, sans émotion, un robot. Elle n'est plus une personne, elle est déshumanisée. Ça fait 2 ans qu'on essaie de la ramener au monde des vivants. Le monde des vivants, cette femme l'a bel et bien réintégrée. Valérie était l'une des premières femmes accueillies par l'Institut. Son mari lui interdisait de travailler, de conduire, même de sortir. De temps à autre, elle revient au centre donner de ses nouvelles à l'infirmière. Ici, elle s'est libérée de 30 années d'emprise. Ça m'a permis de redevenir moi-même, de laisser de côté les peurs, les angoisses. Je suis arrivée à genoux, pratiquement même, je dirais, en rampant. Et là, je suis debout et la tête haute. Je dirais que l'Institut m'a sauvé la vie. À demain. La nouvelle vie de Valérie résonne comme une victoire pour l'Institut en santé génésique, ouvert depuis 2 ans. Mais une victoire au goût amer. Les bénévoles ne pensaient pas accueillir 642 femmes en si peu de temps. Alors, on n'est pas ouvert depuis 2 ans. C'est un petit film qui a été... un reportage, en fait, qui a été tourné en 2015. Là, on est à 1200 femmes reçues en file active. Donc, c'est important de dire combien de femmes on a pu effectivement accueillir entre-temps. L'autre chose qui m'a frappée en visionnant ce film, puisqu'on le voit et des choses nous paraissent maintenant un peu inaperçues, c'est que vous avez vu, certaines femmes ont accepté d'être vues, visage découvert, et d'autres ont préféré être floutées, même si aujourd'hui elles sont sorties du circuit des violences. Ça, c'est un respect que nous avons. Elles avaient besoin de témoigner, mais elles avaient encore besoin d'anonymat. Donc on a tout à fait respecté ces 2 dimensions-là. L'idée, c'est pas d'en faire des témoins demain, mais ces femmes se sont mobilisées parce qu'elles voulaient transmettre quelque chose à d'autres femmes qui pourraient rester dans le silence. Alors on aimerait bien échanger aujourd'hui avec vous. Bonjour. Par le sujet vu aujourd'hui et dans votre film, on a l'impression qu'il faut qu'il arrive quelque chose de grave pour pouvoir venir vous voir. C'est un peu le sentiment que ça donne. Qu'il y ait vraiment des conséquences très graves sur la santé. Donc je voulais savoir si c'était réel, s'il fallait qu'il y ait quelque chose de grave, ou si simplement on pouvait venir vous voir, et pas sur le sujet du harcèlement, si j'ai bien compris, sur le problème de souffrance au sens large, y compris souffrance au travail. Et donc voilà, j'aimerais bien que vous répondiez à cette question-là. Alors, vous avez compris que c'est un journaliste, et le journaliste, il cherche toujours un peu le côté grave, dramatique, etc. Aujourd'hui, nous n'avons absolument pas de situations qui sont toutes graves. Elles peuvent être graves dans un sens, c'est qu'elles peuvent être déjà en termes d'impact sur de longues périodes. Vous avez entendu la femme qui parlait de 20 ans d'emprise. Ça, pour nous, c'est très grave. C'est de ne pas pouvoir avoir pu aider cette femme avant, ou en tout cas avoir pu libérer sa parole avant, qu'au bout de 20 ans. Ça, c'est une situation... Donc c'est un peu à la question, est-ce que les situations peuvent être moins graves? Il n'y a pas de situation moins grave. Je laisserai vraiment Pierre aussi en parler. Il n'y a pas de situation moins grave ou plus grave. Toutes les situations sont graves à partir du moment où on a fait quelque chose à une personne qui ne l'a pas voulu. Voilà, donc c'est le constat de départ. Oui, si on se met à dire que ça est grave, ça est pas grave, on a déjà tout faux. Il y a une définition de départ. À un moment, un individu subit quelque chose qu'elle n'a pas voulu. À partir de cela, c'est ni grave ni pas grave. Ça va commencer une histoire qui doit pouvoir être dite, sinon ça peut aller effectivement dans une pérennisation, dans une aggravation qui peut détruire sa vie. Donc même l'événement de départ qui peut être parfaitement anodin peut avoir des conséquences cataclysmiques. On n'est pas là pour soigner les graves et les pas graves, on est là juste pour écouter et libérer la parole au début, et notre expérience fait que plus on augmente la qualité de notre travail, plus on remonte en amont, parce qu'on est très clairement dans un dispositif qui veut être le plus en amont possible. On considère que si on est déjà dans la plainte ou déjà dans l'hospitalisation, on est beaucoup trop tard dans l'histoire.
Et il faut qu'on soit le plus tôt possible dans ces histoires, même si au début ça paraît pas si grave que ça. C'est comme ça qu'on améliorera les choses et qu'on évitera les grandes catastrophes qui vont forcément arriver. Je voulais juste rajouter aujourd'hui que 70% des femmes qu'on reçoit ont déjà été victimes d'autres faits avant qu'elles viennent nous voir, qui n'ont pas été traités. Et donc on se rend compte qu'aujourd'hui il y a une vulnérabilité parfois qui s'installe. Plus on va prendre le problème à la racine, plus on va éviter la répétition. Donc au contraire, on va dire dès qu'il y a quelque chose qui dérange, il faut venir, parce qu'on ne va pas attendre d'arriver sur des conséquences qui peuvent porter atteinte à la vie de la personne, à sa santé physique, psychologique, etc. Alors, j'ai pas forcément des questions, mais quelques remarques qui vont peut-être déboucher sur des questions. Déjà, je trouve ça très bien qu'une instance comme la vôtre existe pour déjà libérer la parole des victimes, effectivement. Je pense qu'il y a un gros travail nécessaire là-dessus, puisque effectivement jusque-là, la plupart des victimes se rendaient à des consultations plus personnelles, privées, qui coûtent très cher. Un psychiatre à 90 € les 45 minutes, c'est quand même pas donné à tout le monde. C'est remboursé par la sécurité sociale, mais dans le cadre de consultations psychothérapeutiques, c'est différent. Ce qui est important aussi, c'est que dans ces contextes-là, pour les victimes, il faut aussi souvent les changer de contexte. Vous avez montré tout à l'heure que bien souvent les victimes connaissent leurs agresseurs, ce qui n'est du coup pas évident forcément dans le cadre privé de les changer de contexte. Dans le cadre professionnel, c'est assez intéressant, puisque là, on peut travailler effectivement sur une modification des conditions dans lesquelles ils travaillent. Moi, je voulais surtout rebondir sur les liens avec du point de vue juridique. C'est vrai que les liens avec la police sont très importants à mettre en place, parce que déjà, d'une part, les commissariats sont très mal formés à ce genre de plaintes. Les délais d'attente sont très longs, donc il faut aussi disposer d'un temps durant son travail pour pouvoir s'y rendre, même si les commissariats sont ouverts de nuit, c'est quand même souvent plus compliqué. Vous avez dit que vous accueillez aussi des hommes, bon, c'est quand même souvent aussi les femmes qui sont victimes. Des femmes qui ont en charge des enfants ne peuvent pas quitter le domicile familial de nuit pour se rendre au commissariat. Donc il faut aussi qu'elles aient des moments possibles. Donc il y a des facilitations, je pense, à mettre en place aussi en partenariat avec les commissariats. Je vais peut-être tout dire. Alors les commissariats sont aussi très frileux de ce genre de problème, dans la mesure où ça met en jeu des personnes qui se connaissent. Donc bien souvent, c'est un peu la réponse classique de dire que c'est des conflits de personnes. Ils n'ont pas forcément envie de s'en mêler. Ils n'ont pas forcément la formation de base pour mener des entretiens dans ce sens-là. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses, je pense, à développer. Vous avez insisté sur les jeux de rôle. Dans ce genre de situation, il y a effectivement souvent des jeux de rôle entre la victime et l'agresseur. L'agresseur pouvant se plaindre d'être victime réciproquement. Donc c'est très difficile de démêler qui a raison, et en sachant que l'essentiel des enquêtes sont quand même menées sur la base de la verbalisation. Donc c'est celui qui joue un petit peu mieux la comédie parfois que l'autre, malheureusement, et que les policiers, je trouve, sont aussi très mal formés à utiliser des traces écrites. Il peut y avoir des dossiers parfois très bien fournis avec des attestations médicales. Vous avez parlé des symptômes qui se déclenchent. Il peut y avoir du stress, des augmentations par exemple de chiffres au niveau notamment du diabète, etc., qui sont quand même des chiffres qui attestent d'un stress post-traumatique, qui sont pas du tout pris en compte. Je pense qu'il manque de formation dans le domaine, etc. Autre chose aussi, c'est que dans les commissariats, les enquêtes sont souvent basées sur les faits datés, c'est-à-dire qu'il faut préciser ce qui s'est passé tel jour. Or, les violences, qu'elles soient liées au harcèlement sexuel ou à d'autres types de violences, contrairement à des cas, par exemple, de stupéfiants, de vol, etc., sont des faits qui se cumulent dans le temps. Et c'est vrai que interroger les victimes sur des faits qui se cumulent dans le temps, ça suppose aussi une formation spécifique. Pareil, quand les affaires passent en tribunal, les juges eux-mêmes ont plutôt tendance à questionner et à relater des faits datés à un instant précis, sans forcément prendre en compte l'historique et l'enchaînement cumulatif des événements. Et c'est bien cet enchaînement cumulatif, parfois sur des faits minimes, qui paraissent minimes pris isolément, qui conduit aux symptômes que vous avez présentés tout à l'heure. Vous avez expliqué qu'il y avait
Intérêt évidemment aussi parfois à judiciariser en déposant plainte. Encore faudrait-il effectivement que la justice donne un aboutissement à ces plaintes. Donc là c'est une question, c'est est-ce que vous avez des chiffres par exemple sur l'aboutissement, parce que quand même beaucoup de plaintes sont classées. On voit aussi aujourd'hui aboutir à la mise en place dans la société de structures qui quelque part délèguent un petit peu l'autorité, la prise de décision de la justice elle-même. C'est par exemple, alors c'est à la fois positif et négatif, c'est la mise en place par exemple des médiations familiales qui conduisent à donner des espaces aux victimes et à leurs agresseurs, des espaces de discussion, soi-disant à la base, pour essayer de trouver une entente, on va dire, amiable, qui satisfasse les deux parties, sans forcément prendre en compte les jeux de rôle qui s'exerçaient au départ entre chacun, et qui peuvent donc se renouveler durant la médiation. Donc là aussi, ça questionne la formation initiale du psychologue, dans le meilleur des cas, présent à ces médiations et qui gère ces médiations. Et puis, vous aviez parlé tout à l'heure du défenseur des droits. Donc là aussi, c'est une structure qui s'est mise en place pour aider, effectivement, faciliter les démarches citoyennes. Les défenseurs des droits ont certes un pouvoir assez important pour intervenir dans des organismes, quelles que soient les situations. Après, ils ont une très grande réactivité que je salue, mais leur pouvoir d'action se limite là aussi parfois à l'incitation de ces organismes à appliquer ce qu'ils sont censés appliquer. Donc l'existence de ces structures, c'est bien, mais il faudrait à un moment donné aussi que ça débouche sur quelque chose. Et dernier point, les sanctions sont très importantes pour les victimes, puisque c'est une certaine reconnaissance de leur statut de victime. C'est pas forcément ce qui est cherché au début pour elles, pour les victimes, mais c'est vrai que ça, quelque part, ça légitime leur statut, ça légitime le combat qu'elles mènent. La non-reconnaissance par la justice, c'est un couperet supplémentaire dont elles pourraient se passer. Et quand en plus les rôles sont inversés, je pense que c'est encore évidemment pire. Là aussi, il y a parfois des choses négociées qui se mettent en place en parallèle. Plutôt que d'avoir des démarches lourdes qui aboutissent en tribunaux, il y a maintenant la mise en place de compositions pénales qui sont encore très peu, on va dire, gérées, encadrées. Là aussi, je pense qu'il y a toute une réflexion importante à développer, parce que ces compositions pénales ne sont pas forcément... alors, qui conduisent parfois à des stages de citoyenneté, hein, qui sont destinés à sensibiliser les personnes, notamment à ces actes de violence, à leur rappeler leurs obligations, le respect de l'autre, etc. Sauf qu'ils sont peut-être pas forcément encore bien réfléchis et qui s'adressent à des populations qui ne sont pas forcément bien ciblées, avec une sensibilisation trop générique parfois. Donc, il y a des associations qui se mettent en place, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, donc là c'est encore juste une question. Voilà, la dernière. Vous avez indiqué faciliter certaines démarches judiciaires pour avoir rencontré d'autres associations, comme par exemple celles qui sont préconisées dans les commissariats de police, qui font un peu de publicité aussi, hein, parfois, à Vimège ou autres. Parfois, ces associations, à la fois accueillent les victimes et à la fois vont également, par exemple, diffuser ces stages de citoyenneté dans le cadre des compositions pénales. Donc, je voulais savoir quel est votre lien, vous, par rapport à ces activités. Voilà. Alors, je vais essayer d'être synthétique parce que vous avez évoqué beaucoup de choses et finalement, vous avez fait le bilan de ce que nous avions constaté bien avant de créer l'Institut. C'est effectivement cette espèce d'analyse globale les commissariats font pas bien, la justice ne suit pas, etc. Si on s'était attaché effectivement à ces freins-là, je pense que nous n'aurions pas avancé. Donc, ce que nous avons fait, c'est vrai qu'en créant avec Pierre Follès les choses, ce dispositif, on a voulu effectivement ne pas être dans la plainte mais dans l'action. L'action, c'est quoi? C'est faire du lien avec
tous ces professionnels que vous avez cités comme des problématiques peut-être dans les procédures, voire la médiation familiale, on n'y croit pas du tout, parce que les femmes souvent nous disent j'ai perdu du temps. Donc l'idée c'est pas de perdre du temps et c'est pas de donner et de l'argent et c'est pas de perdre du temps dans quelque chose qui est actif et qui peut se désactiver, d'autant plus s'il y a des enfants dans la boucle qui effectivement sont en période de loyauté des deux parents, puis après ils vont prendre le parti. C'est insupportable de voir tous les mécanismes qui se mettent en place, d'autant plus que c'est le temps qui va déterminer. Et si l'auteur est un temps soit plus futé, et c'est ce que j'avais évoqué tout à l'heure, il prépare une stratégie qui effectivement va décrédibiliser la victime. Donc ce que vous avez dit, c'est une très bonne connaissance et une vision extrêmement généraliste, mais pas tant que ça, puisque vous avez été très précis dans vos propos. Mais l'idée, c'est de ne pas revenir vers ça, c'est de s'améliorer en faisant, et c'est pour ça qu'on a mis dans un même lieu énormément de professionnels et on a énormément conventionné avec des dispositifs qui, effectivement, aujourd'hui, pour vous dire même, le SPIP nous contacte aujourd'hui pour des femmes qui sont auteurs, mais qui sont aussi victimes. Donc il y a une espèce d'intelligence qui se met en place, de collaboration, que nous cultivons vraiment à l'intérieur de l'Institut, parce que c'est ça qui ne marchait pas. Nous, c'est vrai qu'on constatait que les gens ne se parlaient pas, les professionnels entre eux, pour améliorer et voire actionner. Et on sait que le temps joue plus souvent pour l'auteur que pour la victime. Donc on essaye d'y répondre, mais on est tout à fait conscient de ça. Je voulais dire une dernière chose, mais je vais laisser Axel sur la partie un peu plus juridique. Mais pour vous dire qu'on est tout à fait, on n'est pas arrivé dans le pays des bisounours. Juste pour répondre à quelques interrogations. Alors aujourd'hui, nous on est bien aux côtés des victimes et pas aux côtés des auteurs. Donc si on a des liens favorisés avec le SPIP, c'est pas dans le cadre de stage ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour accompagner les victimes dont ils traitent les auteurs, ou alors certaines victimes qui deviennent auteurs par nécessité. Notamment, on a des femmes victimes de violences conjugales contraintes à voler parce qu'elles n'ont pas les moyens. Pas d'accès à l'argent. Voilà, c'est dans ce cadre-là. Sur votre question par rapport aux plaintes et au fait que c'est pas toujours facile de faire ces démarches-là, il faut savoir que, alors oui, les commissariats ne sont pas toujours très bien formés. On y travaille, on était en formation toute la semaine avec les gendarmes, on fait du lien avec les commissariats de police, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Il y a un moyen de passer outre ce lien-là, c'est en fait de directement porter plainte auprès du procureur du lieu où a commis l'infraction. C'est souvent la meilleure solution quand il y a un blocage, parce qu'on sait qu'il y a parfois des blocages dans certains commissariats qui vont dire non, ça c'est une infraction qui n'existe pas. Pour vous donner un exemple, on a même une femme à qui on a imprimé le texte de loi pour qu'elle puisse aller avec, pour montrer que l'infraction qu'elle décrivait est une infraction dans le code pénal. Donc c'est bien montré que parfois effectivement il y a des blocages. Le procureur est un atout. Aujourd'hui on est en convention avec le parquet, donc on a la possibilité de relancer et de signaler au procureur aux côtés de la victime. Après les politiques pénales que vous évoquiez sur du coup cette reconnaissance de culpabilité, ces stages, etc. Toutes ces politiques pénales, elles dépendent de chaque parquet, chaque tribunal. Donc c'est vraiment pour ça qu'on se met en lien avec le parquet quand on voit qu'il y a une inaction ou un refus de plainte, pour que la victime ne soit pas seule dans ces démarches-là. Et quand on passe en direct avec le parquet, généralement les autorités de police ou de gendarmerie se font un petit peu remonter les bretelles et on arrive à avoir des actions quand même face à des inactions sur le terrain. Je vais vous donner aussi un autre exemple qui nous a beaucoup frappé. Si on n'était pas en bataille permanente, c'était le cas d'une jeune fille qui a été violée, et on a voulu prétexter que la cicatrice qu'elle avait au fond du vagin était une cicatrice due à une épisiotomie. Et je vous assure que c'est pas facile, mais là on y a mis vraiment une volonté et des preuves médicales, parce que souvent quand il y a effectivement une violence antérieure, on joue un peu sur le flou en disant finalement c'est pas une vraie preuve. Eh bien on s'est beaucoup mobilisé et les choses sont en train de changer un peu pour cette femme qui aujourd'hui, son histoire était épartée pour être classée sans suite.
Donc voilà, le travail n'est pas facile, mais effectivement, je pense qu'on a cette volonté de ne pas lâcher. Ça, c'est un peu notre ADN, on ne lâche rien. Et on n'est jamais dans une position où on dit « Ah ben, votre histoire n'est pas intéressante » ou « c'est une petite violence », etc. Par contre, je voudrais vraiment faire le lien avec les étudiants que nous avons rencontrés hier. Ce qui nous a frappé, c'est les jeunes femmes qui aujourd'hui peuvent nous saisir d'une situation. J'ai fait le lien avec cette intergénérationnel. C'est vrai que certaines jeunes filles sont assez surprenantes dans ce qu'elles vont nous déclarer de temps en temps, qui sont des faits que nous n'avons pas à juger. En fait, ce que l'on dit, c'est qu'à partir du moment où la personne, parce que la personne reste un individu à part entière, c'est pas les campagnes politiques qui vont définir si on est sensible au fait de toucher l'épaule ou pas, c'est à partir du moment où on est dans un inconfort personnel, c'est qu'on est dans une situation où on nous agresse. Donc, on a le droit de le déclarer et de demander à ce que ça cesse. Donc, cette individualité, c'est-à-dire cet individu qui va dire des choses sous une certaine forme, pour certains, c'est banal. Pourquoi tu le dis? Ça n'a aucun sens. Et pour d'autres, c'est très très grave parce que ça touche vraiment à l'espace personnel. Donc, on encourage effectivement à mettre en place ce discernement, mais aussi cette volonté à accepter qu'on n'est pas tous pareils par rapport au sentiment d'agression et que même toucher l'épaule pour quelqu'un, c'est très grave. Toucher les fesses, il y a des jeunes filles qui disent mais c'est pas grave, il l'a fait 2 fois. Eh bien pour d'autres, c'est insupportable. Et donc là, on insiste bien, rester dans le discernement de un individu ne peut pas ressentir les mêmes choses, mais par contre, il a le droit de solliciter les instances, je dirais les instances institutionnelles ou officielles pour qu'il y ait une action et une réaction. Je voudrais poser une question qui est une question que je pense pas mal de monde se pose. Il y a toujours un problème de détection, prévention qui se pose dans les établissements. Et est-ce que vous organisez des formations qui éventuellement peuvent aider les personnes qui sont en position soit de responsabilité, soit du côté de la santé, soit du côté du travail social, soit du côté de l'administration, voire des directions de composantes, pour mieux comprendre justement ces points, les derniers points que vous avez abordés, qui sont des points très délicats, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui est lié à la perception de la victime, et que donc on ne peut pas se contenter d'avoir une liste de gestes qui serait, c'est pas une liste de bonnes pratiques, quoi. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et est-ce que vous avez, deuxième question, des exemples de prévention à organiser en direction des étudiants comme en direction des personnels qui vous paraissent être des expériences de prévention efficaces, voilà. Concernant la prévention des étudiants, on nous a souvent dit que c'est difficile de réunir les étudiants et que le meilleur moment de réunir les étudiants, c'est en début d'année, lorsque on fait la présentation générale un petit peu. Donc déjà, c'est vrai que ça nous a déjà été demandé par d'autres universités de dire il faudrait intervenir dès le début de l'année, quand on réunit tous les étudiants en amphi, pour leur dire voilà, ce dispositif existe. Là, on n'est pas dans de la formation détaillée, mais déjà, ce premier mot-là, ça semble quelque chose de très important. Après, oui, on propose des modules de formation adaptés en fonction du public qu'on a reçu, aussi bien médical que des personnels administratifs ou des représentants d'associations, des délégués syndicaux ou autres. Ouais. Alors ça peut aussi être l'objet de projets d'étudiants, puisqu'on a des étudiants de l'université de Saint-Quentin qui sont venus nous proposer, nous dire voilà, on est 6 étudiantes et on a envie de faire un projet sur l'année sur ce thème des violences, d'autant plus que c'est l'un des plus gros problèmes de santé publique. Donc on rajoute toujours ce mot-là parce que c'est important de dire c'est pas un petit problème. Vous avez parlé de la médicalisation et des prix et du coût. Aujourd'hui, on a trouvé quand même beaucoup de personnes qui sont surmédicalisées pour leur faire oublier la violence subie, je pense notamment aux antidépresseurs, etc. Tout ça, on essaye de les sortir parce que c'est un coût pour la société, mais quelque chose qui pourrait être réglé autrement. Et pour revenir au projet des étudiantes de Saint-Quentin, elles ont essayé d'initier quelque chose qui leur tenait à cœur parce que c'était 6 jeunes femmes. Elles ont fait effectivement des choses qui sont absolument fascinantes puisqu'elles sont venues à l'Institut faire des conférences avec des femmes qui ont écrit des livres sur les violences qu'elles ont subies. Le résultat, c'est que sur ces 6, il y en a une qui a subi des violences. Et pour vous dire que ce problème, et Pierre l'a bien indiqué, c'est pas un problème anodin. Je suis sûre que quand on parle, il y a plein de choses qui peuvent faire écho à des personnes qui assistent à la conférence. Il faut
je crois qu'on n'est jamais sorti d'un amphithéâtre sans avoir effectivement des personnes qui ont dit « Tiens, j'ai été témoin, mon ami a pu en parler, qu'est-ce que je fais ?» Le gros problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait après avoir recueilli une parole ou qu'est-ce que l'on fait quand on est victime et qu'on a envie que ça bouge. Donc voilà, vous avez la chance, en tout cas au niveau de l'université, d'avoir ce dispositif qui est effectivement un processus soit individuel, donc c'est la personne qui se déclare et qui dit « Tiens, j'ai repéré leur numéro, je vais les appeler, je vais prendre un rendez-vous », et la personne ne le saura, sauf la personne elle-même qui aura fait la démarche, soit la personne témoin qui peut l'aider à composer ce numéro, et donc toujours avec une prise de rendez-vous. Mais il est très important de dire que ça ne se réglera pas par téléphone, on a besoin de voir les personnes, et d'abord parce que la personne, elle va voir que l'environnement est plutôt bienveillant, et qu'il y a plein de choses, de bonnes ondes qui permettent à la victime d'être dans un élément, une neutralité qui est importante dans cette étape-là je dirais, de déclaratif. Jamais retenir une victime, c'est-à-dire non, n'en parle pas parce que tu vas perdre ton poste, c'est absolument pas possible. Et je parlerai, je suis pas syndiquée, mais je parlerai pour une représentante syndicale qui un jour m'a dit, enfin elle expliquait que dans l'entreprise, les violences c'est très très difficile parce que finalement les femmes qui se déclarent dans une violence subie, certes l'entreprise met tout en action pour sanctionner, mais elle a posé une question très juste. Elle dit mais pourquoi c'est la femme qui est mutée et l'auteur qui reste dans son emploi, enfin dans son service. Donc c'est aussi effectivement une position qui est tout à fait, une question qui est tout à fait juste. C'est pas parce que la victime donc a eu gain de cause, on va dire, que c'est que ce soit elle qui soit obligée de changer de service simplement pour sous prétexte qu'elle sera préservée. Donc voilà, la victime, elle a besoin d'avoir une réponse, mais une réponse qui est vraiment extrêmement juste et pas simplement... Et l'autre chose, c'est un exemple d'une étudiante qui travaille dans un laboratoire et effectivement, l'auteur a été effectivement mis à pied. Le problème, c'est qu'il n'a pas été mis à pied suffisamment longtemps. Et la victime nous disait une chose, elle a dit ce qui a été flagrant, c'est que le temps a fait, au début j'avais beaucoup de monde autour de moi qui ont dit c'est super, tu as eu le courage de le faire, etc. Et puis à un moment donné, par lassitude, les gens disent mais finalement est-ce que c'était vraiment grave? Je pense qu'il ne faut pas changer sa ligne de conduite par rapport à une violence que quelqu'un a pu subir, elle n'est jamais mineure, d'autant plus que même, surtout si c'est une collègue de travail ou une étudiante que vous côtoyez pendant une période, à un moment donné, elle part dans sa vie et vous partez dans la vôtre. Mais finalement, posez-vous la question de ce qu'elle peut devenir si effectivement elle n'a jamais eu cet espace dans lequel elle a pu délivrer sa parole et puis avoir eu une réponse, une vraie réponse des institutions. Donc c'est important de dire que la suite de sa vie, vous ne la verrez peut-être pas, mais elle va la construire parce que n'oubliez pas qu'une femme, c'est quelqu'un qui transmet à ses enfants, qui porte ses enfants dans son ventre et qui transmet. Et quand elle n'est pas bien dans sa vie et quand des choses ne se sont pas ancrées suffisamment justement dans sa vie, elle est aussi dans quelque chose qui ne se passera pas nécessairement bien dans la transmission à son enfant. Je veux dire, vous nous avez parlé de table ronde, c'est-à-dire que nous, on a un événement à la rentrée scolaire qui s'appelle les Midis de la rentrée. Est-ce que vous pouvez vous présenter sous forme de stand? C'est un ensemble de stands qu'on présente l'ensemble de l'université et l'ensemble des services. Donc ça pourrait peut-être faire partie des Midis de la rentrée. Moi, je me demande à partir de quel moment en fait on nomme harcèlement sexuel. Parce qu'en fait, l'homme, quand il va vers la femme, des fois, il pourra dire des choses à la femme que elle, peut-être, elle va se prendre, elle va considérer ça comme du harcèlement sexuel, mais alors que l'homme, en fait, il voulait pas vraiment l'harceler sexuellement. Donc je voudrais savoir c'est où en fait la limite ou... Alors, la limite, elle est un peu propre à chacun. C'est pour ça que la définition du harcèlement, même si elle est plus précise maintenant, elle est aussi toujours un peu abstraite. C'est-à-dire que à partir du moment où la personne sent une gêne, un inconfort et qu'elle l'exprime là et que ça n'est pas respecté, qu'on ne respecte pas sa limite, on tombe dans le harcèlement. Souvent, on nous donne l'exemple de la machine à café avec les blagues grivoises. Une fois, pas mal ta jupe, deux fois, pas mal tes jambes. Voilà. Enfin.
Ça peut, pour certains, et on a eu l'exemple hier d'un étudiant qui nous dit « Oui, mais c'était peut-être de la drague un peu lourde. » Oui, mais sauf qu'à partir du moment où ça ne fait plus rire, où cette étudiante ou cette collègue, elle dit « Bon, ça va maintenant », et que tout le monde sent le malaise, là, on sent bien qu'on a franchi un cap. C'est toujours abstrait, c'est vrai que c'est pas toujours évident de mettre une frontière, et là, on a dit tout à l'heure, Frédéric l'expliquait bien, une main sur l'épaule, pour certains, c'est pas très grave, pour d'autres, c'est un inconfort. Donc c'est là aussi où il faut que les témoins puissent dire moi je trouve que tes propos là, c'est plutôt moyen. C'est le rôle des témoins aussi, c'est le rôle des collègues, des camarades d'université de dire c'était pas drôle en fait ce que tu racontes. Et puis il faut que les personnes puissent aussi être en capacité d'exprimer leur inconfort. Et ça, c'est pas facile pour une victime de le faire. Ça prend du temps et quand on est déjà vulnérable, on a encore plus de mal à le faire. Donc c'est vraiment un apprentissage aussi. Et la prévention, c'est là pour ça, pour dire il faut savoir décoder un petit peu les signes qui montrent que la personne elle est vraiment dans un inconfort, dans un sentiment qui dépasse en fait ses propres limites, et là on tombe dans le harcèlement. Donc c'est en gros c'est vraiment du décodage de signes très très fort en fait. C'est aujourd'hui, au niveau des procédures qui existent sur le harcèlement, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que on a, par exemple, vous avez sans doute entendu parler de l'affaire Beaupin, qui est quand même qui a été très médiatisée. Voilà, on a des personnes qui travaillaient avec ces femmes qui se sont mobilisées, qui disaient finalement, moi j'ai vécu la même chose, c'était pas très grave. Oui, mais à partir du moment où c'est des gestes qui sont appuyés, qui sont non consentis, on tombe vraiment dans le harcèlement. C'est pas toujours exprimé de manière claire, et c'est là aussi où le rôle des témoins est important, parce que c'est rarement quelque chose qui se fait complètement seul. Il y a souvent des petits signes. L'étudiante qu'on a accompagnée, qui était victime de son directeur de thèse, elle nous dit bien, tout le monde était au courant. Tout le monde savait que c'est quelqu'un qui, dès qu'une femme rentrait dans le bureau, avait des propos ou des regards déplacés. Tous ses collègues, tous les autres professionnels s'étaient bien rendus compte qu'il y avait quelque chose, personne n'a rien dit, et il y avait une loi du silence qui s'imposait dans ce service-là. C'est pas quelque chose qui est acceptable, et finalement, que ça soit l'auteur ou la victime, tout le monde savait que c'était pas normal. C'est rare quand même qu'un auteur soit complètement crédule de se dire je savais pas du tout que c'était du harcèlement. Il y a rarement en fait ce type de situation là. Souvent c'est quelque chose de plus appuyé. Non, mais moi, justement sur l'affaire Beaupin, c'est là où j'étais surpris, c'est qu'il a été relaxé. Je veux dire, le peu qu'on a écouté dans la radio me paraissait outrancier, mais alors à l'extrême, et il était donc là. Je veux dire que c'est un peu le problème là. Je veux dire que moi ça m'aurait paru clair et net que ça aurait dû être condamné, et il y a quand même des juges qui sont passés derrière et qui ont dit c'est pas grave. Je le fais. J'ai pas compris pourquoi. Là. Vous avez une explication ? Je pense que déjà c'est une affaire très médiatisée avec une personne qui a un certain pouvoir. Donc il y a. Soyons réalistes, ça a certainement joué en sa faveur, même si ça a été très médiatisé. Après, il y a toujours cette question de preuve. Et quand les victimes se retrouvent seules à témoigner, c'est là ce que disait Frédéric, c'est important que on laisse pas tomber la personne qui agit. Alors là, c'est vrai que c'est une affaire qui est extrêmement choquante, avec des procédures où en plus on en va jusqu'à se retourner contre les victimes. Mais aujourd'hui, il faut savoir que avec l'appui de structures, avec l'appui de l'université, il faut savoir qu'il y a vraiment des moyens d'action, et cette illustration, c'est quelque chose qui est inacceptable au niveau de la justice. Ouais. Je voulais juste savoir, avec les phénomènes d'harcèlement qu'on peut voir au quotidien et dans différents lieux, je veux savoir pourquoi, malgré toute cette prévention, le développement de ce type d'institutions ou d'associations, il y a toujours une banalisation, que ce soit au niveau de la victime, des différents agresseurs, et même au niveau de tout à chacun, c'est-à-dire que même au niveau des commissariats, c'est-à-dire qu'une femme va porter plainte, on va dire c'est un conflit d'intérêts, que les témoins ne se manifestent pas, et que la victime est souvent plus mise comme ayant tenté, par exemple, par sa tenue, sa manière d'être. Et je voulais savoir pourquoi il y a une banalisation de ce phénomène qui est, comme vous l'avez dit, un problème de santé publique.
Et donc, Alors, justement, le terme banalisation, il nous a été évoqué hier soir et on a été effectivement, c'est tout à fait juste. Le problème, c'est que ce n'est pas banalisé, mais derrière chaque professionnel, il y a un humain. Il y a quelqu'un qui le dit très bien, c'est le juge, l'avocat général Luc Frémiot. C'est ça, en fait, c'est que quand vous rentrez dans un commissariat ou quand vous rentrez dans une structure, ou quand, peu importe, vous avez toujours une personne qui va avoir une réaction plus ou moins, je veux dire, efficace, mais en fonction de ses propres valeurs. Donc il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'agent ou l'OPJ, ou vous poussez une porte, vous pouvez tomber sur une bonne personne ou une mauvaise personne. On a eu des situations de 5 heures d'audition pour des femmes victimes et d'autres qui ont été complètement bâclées. Là, on est sur une histoire sur Nanterre d'une jeune fille qui a été violée. Eh ben, en face, l'avocat me racontait ce matin qu'en face d'elle, elle a un juge qui n'est pas du tout, qui a déjà son idée et qui ne veut pas en changer. Donc il a une stratégie parce qu'il n'a pas envie de s'embarrasser d'une procédure aux assises. Donc on voit bien que le système, donc c'est toujours les éléments de preuve sur lesquels nous nous construisons et on est vraiment en train de travailler. Donc il n'y a pas de banalisation, il y a simplement une société qui est composée de gens qui sont soit des gens mobilisés. Alors on va parler du féminisme, mais on n'est pas dans le débat. Hein. Je pense que les hommes s'approprient aussi maintenant le discours des féministes et on essaye de comprendre qu'est-ce qui dysfonctionne dans la société. Ben, c'est le rapport et la domination. On peut vous la trouver partout, hein, que ce soit dans les commissariats de police, le policier il est un peu dominant au moment où la victime se déclare, mais il y a des fois où les policiers nous expliquent aussi que le fait de pousser la victime dans ses retranchements, ça lui permet aussi lui mieux de s'approprier l'histoire, même si c'est très difficile à entendre, mais il y a des fois où il y a des postures effectivement qui sont peut-être un peu nécessaires, voire des avocats, et c'est souvent les victimes qui nous le disent, qui ne semblent pas à la hauteur, j'ai pas un bon avocat, et finalement l'avocat il travaille de son côté depuis un certain temps, il a une idée. Le problème, c'est que les gens ne se parlent pas, même la victime. Il faut qu'elle dise à un moment donné, et c'est un dernier exemple que je vous donnerai, c'est un avocat qui amène sa victime aux assises. On a demandé à l'avocat d'être beaucoup plus pédagogue dans qu'est-ce qui se passe dans les assises, qu'est-ce qui va se passer, comment bougent les gens, qui sont les gens en face de la victime, qui sont les gens à sa droite, etc. La pédagogie aussi de ces professionnels doit s'inscrire dans quelque chose qui est beaucoup plus régulier. Donc il n'y a pas de banalisation, au contraire, on ne banalise pas puisqu'on rentre dans des procédures, et vous avez bien vu, nous on est à 22% de dépôt de plainte, ça veut dire qu'on ne banalise pas du tout, on est au contraire en train d'augmenter les chiffres de plaintes. Je vais juste dire un mot, il va falloir qu'on s'arrête vraiment très vite, parce que tout le monde a un programme assez chargé l'après-midi. Je pense que la question que vous posez, c'est une question vraiment importante. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce banal qui n'est pas banal? Et c'est autour de ça qu'il faudrait qu'on arrive à travailler. Il y a quasiment un slogan là-dedans, hein, ce n'est pas banal. Et on pourrait tout à fait envisager, effectivement, aussi d'avoir des ateliers avec les étudiants pour faire des campagnes de prévention autour de cette thématique qui me paraît être une thématique très forte, effectivement. Pourquoi nous banalisons? Christine, je te laisse le mot de la fin. Très rapidement, avant de te redonner. Je vois que déjà, nous avons des ouvertures au niveau des étudiants. On a parlé des midis de la rentrée. Ça me paraît vraiment extrêmement intéressant et important. C'est tout ce que vous nous avez apporté. C'est vraiment très précieux, très utile. Là, je voudrais dire au nom du groupe de travail sur la prévention des risques psychosociaux, et nous sommes là très nombreux aujourd'hui, à la fois, nous sommes vraiment très preneurs, hein, et nous sentons bien que vous êtes dans une action et dans des actions concrètes. Donc moi, ma question aujourd'hui, elle est assez simple, et je pense, hein, j'imagine bien partagée par tous les collègues qui sont dans ce groupe de travail. Comment continuer à travailler avec vous, hein, comment nous articuler avec vous, et effectivement, nous aussi, hein, comment dire, monter en compétence, si j'ose, cette image, pour effectivement mieux entendre, plus être à l'écoute des problématiques qui peuvent se passer. Hein, je vous remercie infiniment, et je laisse le mot de la fin à Pascal. Non, simplement pour dire qu'il existe donc ce fascicule où il y a quelques numéros de téléphone qui ont changé, mais pas grand-chose, et qu'on va le mettre sur l'ENT de manière à ce que tout le monde ait accès aux différents numéros de la secrétaire du CHSCT ici présente, de la mission parité, de l'assistante sociale, voilà, que vous puissiez avoir des contacts si vous souhaitez passer par l'université, et puis bien sûr les contacts de l'Institut de santé génésique directement
son figure dans le fascicule. Voilà. Merci de votre attention, merci d'être venu et puis à bientôt. Dernier petit mot, je voulais remercier donc les 3 personnes qui sont venues pour nous expliquer et les applaudir bien sûr pour leur venue.